L'aube se lève lentement sur Paris en cette année 1850. À travers la brume matinale qui s'accroche encore aux toits de zinc et d'ardoise, une silhouette urbaine en pleine mutation se dessine. Aux côtés des clochers séculaires et des dômes historiques, de nouvelles structures pointent désormais vers le ciel gris. Ce sont les hautes cheminées de briques des premières usines et des filatures qui commencent à encercler la périphérie de la capitale. Dans l'air frais du petit matin, l'odeur familière des feux de bois domestiques se mêle à une odeur plus âcre, plus lourde, celle du charbon de terre. Cette odeur est le souffle invisible d'une époque nouvelle. La révolution industrielle, qui a déjà transformé d'autres nations, s'installe désormais profondément dans le quotidien des Parisiens, modifiant leurs habitudes, leurs paysages et la cadence même de leur journée. La Seine qui coupe la ville en deux n'est pas un fleuve de plaisance, mais une artère de labeur inlassable. Avant même que la clarté du jour ne s'installe, les berges grouillent déjà d'activité. De grandes péniches à fond plat, lourdement chargées, s'amarrent le long des quais de pavés inégaux. Des centaines d'hommes, le dos courbé sous le poids des sacs, déchargent du charbon, des pierres de taille, du sable et d'immenses piles de bois de chauffage. Plus loin sur le fleuve, de longues structures de bois flottent lourdement sur l'eau froide. Ce sont les bateaux lavoirs. À l'intérieur de ces immenses cabines flottantes, des dizaines de femmes, les lavandières, sont déjà à l'œuvre. Agenouillées dans des boîtes en bois garnies de paille pour protéger leurs genoux de l'humidité, elles plongent le linge de la ville dans l'eau courante de la Seine. Le bruit de leurs battoirs de bois frappant les draps mouillés résonne en un rythme sec et régulier, une percussion quotidienne qui accompagne le réveil de la ville. Leurs mains, rougies par l'eau glaciale et la lessive de cendres, témoignent de la rudesse d'un travail purement physique, essentiel au maintien de la propreté dans une ville qui grandit de jour en jour. Dans les rues encore sombres, les travailleurs de la nuit croisent ceux du petit matin. Les chiffonniers, équipés de leurs lanternes sourdes, de leurs hottes en osier et de leurs crochets métalliques, terminent leur longue inspection des tas d'ordures laissés devant les portes. Ils trient méthodiquement les restes de la ville, récupérant les vieux chiffons pour l'industrie du papier, les os pour la fabrication de la colle et les morceaux de ferraille. Ils sont le premier maillon d'une chaîne de recyclage indispensable à l'économie urbaine. Bientôt, ils sont remplacés par d'autres silhouettes familières. Les porteurs d'eau commencent leur tournée. En 1850, l'eau courante n'arrive pas dans les étages des immeubles. Munis d'un joug en bois posé sur leurs épaules, auxquels sont suspendus deux lourds seaux de fer blanc, ces hommes puisent l'eau aux fontaines publiques ou aux bornes des rues. Ils entament ensuite leur lente ascension dans les escaliers étroits et sombres des immeubles parisiens, montant parfois jusqu'au 6e étage pour remplir les brocs et les bassines des cuisines et des cabinets de toilette. Le bruit de l'eau qui clapote dans les seaux et le grincement des marches en bois sous leurs bottes lourdes annoncent le début de la journée pour de nombreux habitants. L'immeuble parisien de cette époque est un monde en soi, organisé selon une stricte hiérarchie verticale qui reflète l'ordre social. Derrière les lourdes portes cochères, le rez-de-chaussée abrite souvent la loge du concierge, gardien des allées et venues, ainsi que des boutiques ou des ateliers. Le premier étage, appelé l'étage noble, offre les plus hauts plafonds, de grandes fenêtres ornées de ferronneries et de vastes balcons. C'est là que résident les familles bourgeoises, les marchands prospères ou les hauts fonctionnaires, dans des appartements chauffés par de grandes cheminées de marbre et éclairés par de hautes fenêtres. Au fur et à mesure que l'on monte les étages, la hauteur sous plafond diminue, les décorations disparaissent et les locataires changent. Au 2e et au 3e étage vivent des employés, des petits commerçants ou des artisans aisés. Enfin, tout en haut, sous les toits de zinc, accessibles par un escalier de service étroit et raide, se trouvent les mansardes. Ces petites pièces glaciales en hiver et étouffantes en été abritent les ouvriers, les couturières, les commis et les étudiants. Dans ces chambres exiguës, le mobilier se résume souvent à un lit de sangle, une chaise, une petite table et un modeste poêle en fonte. L'eau y est rationnée et la lumière ne pénètre que par de minuscules lucarnes ouvrant sur une mer de cheminées. Dès les premières heures de la matinée, la rue parisienne devient un espace de circulation dense et souvent chaotique. Le Paris de 1850 est encore, pour une grande partie de son centre, une ville aux tracés médiévaux. Dans les quartiers de l'île de la Cité, du Marais ou autour de l'hôtel de ville,
Les rues sont étroites, sinueuses et flanquées de hautes façades qui empêchent la lumière du soleil d'atteindre le sol. De nombreuses voies ne possèdent pas encore de trottoir. Les piétons doivent partager l'espace avec les charrettes, les tombereaux et les chevaux. Au centre de la chaussée coule souvent un ruisseau à ciel ouvert, chargé d'évacuer les eaux usées et les eaux de pluie. Les jours de mauvais temps, le sol se transforme en une boue épaisse, un mélange de terre, de crottin de cheval et de déchets ménagers. Les citadins naviguent prudemment, essayant de protéger leurs vêtements des éclaboussures provoquées par le passage rapide des fiacres. Aux carrefours les plus boueux, des balayeurs de rue, souvent de jeunes garçons armés de balais de bouleau, proposent de nettoyer un passage d'un trottoir à l'autre contre une petite pièce de monnaie. Le bruit de la ville est assourdissant. Le martèlement des sabots des chevaux sur les pavés inégaux se mêle au fracas des roues cerclées de fer. Les omnibus, ces lourdes voitures tirées par 2 ou 3 chevaux et pouvant transporter une douzaine de passagers, sillonnent les axes principaux. Ils offrent un moyen de transport public à ceux qui peuvent se le permettre. Mais la majorité des travailleurs parisiens se déplacent à pied. Chaque matin, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes traversent la ville pour se rendre à leur travail. Les hommes portent souvent la blouse bleue, le bourgeron, vêtements de travail par excellence, tandis que les femmes portent des robes de laine sombre, protégées par de grands tabliers, la tête couverte d'un bonnet blanc. Dans des quartiers comme le faubourg Saint-Antoine, la journée de travail commence dans l'odeur de la sciure de bois, de la colle forte et du vernis. C'est le domaine de l'artisanat traditionnel. Ébénistes, menuisiers, tapissiers et bronziers travaillent dans de petits ateliers situés dans les cours intérieures des immeubles. Les gestes sont précis, hérités de longues années d'apprentissage. On y travaille avec des outils manuels, des scies, des rabots, des ciseaux à bois. L'organisation du travail y est encore largement basée sur la relation entre le maître artisan, les compagnons et les apprentis. Ce monde de l'atelier, avec ses traditions et son rythme dicté par la lumière du jour et l'habileté humaine, représente encore le cœur de l'économie parisienne. Pourtant, ce modèle séculaire est en train de basculer. Si l'on s'éloigne du centre, vers des quartiers périphériques comme la Villette, Belleville ou la Plaine de Grenelle, un monde radicalement différent impose sa cadence. C'est le monde de la grande industrie. De vastes bâtiments de briques abritent de nouvelles machines entraînées par la force de la vapeur. Dans les filatures de coton ou de laine, l'air est saturé de poussières textiles en suspension. Le bruit mécanique des centaines de métiers à tisser fonctionnant simultanément est si intense qu'il est impossible de s'y parler sans crier. Les ouvriers communiquent par gestes. Les hommes, mais aussi un très grand nombre de femmes et d'enfants, parfois âgés d'à peine 8 ou 9 ans, s'affairent autour des machines. Leur tâche n'est plus de créer un objet de bout en bout, comme l'artisan, mais de répéter inlassablement le même geste dicté par le rythme implacable de la machine à vapeur. Ils rattachent les fils cassés, remplissent les bobines, glissent leurs petites mains dans les engrenages pour nettoyer la bourre de coton. Ailleurs, dans les fonderies et les ateliers de métallurgie, la chaleur des hauts fourneaux est écrasante. Les hommes travaillent torse nu, la peau noircie par la poussière de charbon et la suie, manipulant le métal en fusion dans une atmosphère saturée de gaz et de fumée. La journée de travail dans ces usines est épuisante, s'étirant souvent sur 12 à 14 heures, avec seulement de brèves pauses pour manger. Vers l'heure de midi, une effervescence différente s'empare de la ville. C'est le moment du repas et des marchés. Au cœur de Paris, le marché des Halles est une véritable fourmilière humaine. Les célèbres pavillons de fer et de verre ne sont pas encore construits. Le marché est un vaste espace ouvert, un labyrinthe de grands parapluies de toile et d'étals de bois provisoires. Les odeurs s'y mélangent de manière brutale. L'arôme de la terre humide des montagnes de choux et de navets, l'odeur forte des fromages affinés, l'odeur cuivrée du sang autour des étaux des bouchers, et le parfum iodé du poisson apporté en hâte depuis les côtes par les chemins de fer naissants. Les marchandes crient à tue-tête pour vanter la fraîcheur de leurs produits et attirer le chaland. Pour les travailleurs des ateliers et des usines, le repas de midi est souvent pris sur le pouce, directement dans la rue ou sur le lieu de travail. La base de l'alimentation populaire reste le pain. Un pain dense, sombre, souvent mélangé à du son. On l'accompagne d'un morceau de fromage dur, d'un oignon, d'un peu de charcuterie bon marché ou d'un hareng salé. Au coin des rues les plus passantes, des marchands ambulants proposent des repas chauds à bas prix.
Dans de grandes marmites fumantes, ils vendent des portions de soupe claire aux choux ou aux haricots, des pommes de terre frites dans la graisse, ou de petits morceaux de viande de qualité inférieure, mijotés dans une sauce épaisse. Les ouvriers mangent debout ou assis sur des bornes de pierre, buvant du vin ordinaire et peu cher, essentiel pour fournir l'apport calorique nécessaire à leurs travaux de force. Tout au long de l'après-midi, la rue parisienne reste un immense marché à ciel ouvert, animé par les cris des petits métiers ambulants. Le vitrier passe avec son précieux fardeau de carreaux de verre, attaché dans le dos, signalant sa présence par un appel chantant. Le rémouleur installe sa meule actionnée par une pédale au bord du trottoir, faisant jaillir des étincelles en aiguisant les couteaux et les ciseaux des ménagères. La marchande de 4 saisons pousse sa petite charrette à bras, chargée des légumes de l'époque. Le marchand de peaux de lapin cherche à récupérer les fourrures pour quelques centimes. Chacun de ces métiers possède sa propre mélodie, son propre appel vocal, créant une symphonie urbaine complexe et continue qui monte jusqu'aux fenêtres des appartements. En contraste frappant avec la boue et le tumulte des rues anciennes, la bourgeoisie parisienne trouve refuge dans des espaces d'un genre nouveau, les passages couverts. Situés principalement sur la rive droite, ces galeries piétonnes percées à travers les blocs d'immeubles offrent un environnement totalement protégé. Leurs sols sont pavés de mosaïques ou de dalles lisses, leurs plafonds sont faits de grandes verrières qui laissent entrer une lumière douce et naturelle, et l'atmosphère y est tempérée, à l'abri de la pluie, du vent et des éclaboussures. De part et d'autre de ces galeries s'alignent des boutiques élégantes aux devantures de bois verni. On y trouve des gantiers, des modistes vendant des chapeaux ornés de plumes, des libraires, des marchands de parapluies et des bijoutiers. C'est le royaume de la flânerie. Des hommes en redingote et chapeaux hauts de forme appuyés sur leurs cannes y croisent des femmes vêtues de larges robes à crinoline. Ils marchent lentement, s'arrêtant devant les vitrines éclairées, observant les marchandises sans nécessairement avoir l'intention d'acheter. C'est ici, dans ces couloirs de verre et d'acier, que naît l'habitude moderne de regarder les vitrines, dans un calme feutré que vient seulement troubler le bruissement des robes de soie et le murmure des conversations polies. Pendant que les adultes travaillent et consomment, les enfants vivent des réalités très contrastées. Une partie d'entre eux fréquentent les écoles primaires publiques ou religieuses. Dans des salles de classe aux murs nus, ils sont assis sur de longs bancs de bois inclinés. Sous l'autorité stricte d'un maître ou d'une sœur religieuse, ils apprennent les bases de la lecture, de l'écriture sur des ardoises, avec des craies grinçantes, et du calcul. La discipline est rigide, le silence est exigé. Cependant, de très nombreux enfants issus des milieux populaires n'usent pas leur fond de culotte sur les bancs de l'école. Ils sont dans la rue, cherchant à gagner quelques sous en portant des paquets, en tenant la bride des chevaux pour les messieurs qui descendent de voitures, ou en travaillant de longues heures dans les ateliers familiaux ou les grandes filatures de la périphérie. À mesure que l'après-midi décline, la fatigue s'accumule dans les corps. Vers 17 ou 18 heures, la lumière naturelle faiblit. C'est alors qu'apparaissent les allumeurs de réverbères, marquant la transition vers la soirée. Ces hommes, munis d'une longue perche au bout de laquelle brille une petite flamme, se déplacent rapidement d'un lampadaire à l'autre. D'un mouvement précis, ils ouvrent la petite vanne de gaz et approchent leur perche. Un léger sifflement se fait entendre, suivi d'un petit bruit d'explosion étouffée, et la lanterne s'illumine d'une flamme jaune et vacillante. L'éclairage au gaz qui remplace progressivement les anciennes lanternes à huile transforme la perception de la ville à la tombée de la nuit. Il étire de longues ombres sur les façades, éclaire les devantures des magasins et permet à la vie sociale de se prolonger bien après le coucher du soleil. Cependant, cet éclairage moderne reste concentré sur les grands axes et les quartiers aisés. Dans les ruelles des quartiers pauvres, la nuit ramène une obscurité profonde, seulement percée par la lueur des bougies derrière les carreaux des fenêtres. La journée de travail s'achève enfin. Les portes des ateliers et des usines libèrent un flot de travailleurs fatigués. Leurs visages sont marqués par l'effort, le froid ou la chaleur des machines. Ils reprennent le long chemin du retour vers leur quartier, marchant au milieu de la circulation du soir. Les estaminets et les marchands de vin voient affluer la clientèle. De nombreux ouvriers s'y arrêtent un instant pour boire un verre sur le comptoir en zinc, chercher un peu de chaleur et échanger quelques mots avant de regagner leurs logements étroits. Le dîner marque la fin des activités diurnes et souligne une fois de plus les clivages de la ville.
Dans les étages nobles des beaux quartiers, le repas du soir est un rituel organisé. Des domestiques s'affairent dans les cuisines, souvent situées en entresol, préparant des plats complexes sur de grandes cuisinières à charbon. Le repas est servi dans une salle à manger dédiée, sur une table couverte d'une nappe blanche, éclairée par des lampes à huile ou des candélabres. Dans les mansardes et les quartiers populaires, la réalité est plus prosaïque. L'odeur du chou bouilli et des oignons frits se répand dans les cages d'escalier. Le dîner se compose souvent d'une soupe épaisse dans laquelle on trempe le pain durci de la veille, complété par un reste de viande peu onéreuse, des pommes de terre ou des haricots. On mange rapidement, à la lumière d'une simple chandelle de suif qui fume et coule, en essayant de conserver la chaleur du petit poêle en fonte dont le charbon est compté. Au fil des heures, le centre de Paris s'apaise. Le roulement des voitures se fait plus rare. Les cris des marchands se sont tus depuis longtemps. Seuls résonnent les pas des patrouilles de sergents de ville sur les pavés, ou les éclats de voix provenant de quelques tavernes encore ouvertes. Mais la ville ne dort jamais tout à fait. Aux limites de la capitale, là où les nouveaux faubourgs industriels s'étendent, l'activité ne s'arrête pas. Les cheminées continuent de cracher leur fumée sombre dans la nuit noire. Les hauts fourneaux jettent une lueur rougeâtre et frémissante sur les nuages bas. Le grondement sourd et régulier des machines à vapeur, vibrant à travers le sol, rappelle que la ville est entrée dans une nouvelle ère. Ce Paris de 1850 est un monde suspendu entre deux époques. Les rues boueuses et les métiers d'autrefois côtoient désormais l'acier, le charbon et la standardisation. Les habitants s'adaptent, jour après jour, à ce rythme nouveau, sans savoir que d'ici quelques années à peine, sous l'impulsion de gigantesques travaux d'urbanisme, des quartiers entiers disparaîtront sous la pioche des démolisseurs pour faire place à de larges boulevards. Pour l'instant, sous la lueur tremblotante des becs de gaz, la ville repose, reprenant des forces avant de relancer, dès le lendemain à l'aube, la grande machine de son quotidien.